Ok, bonjour. Ici, on va parler de politique stochastique. Donc, une politique stochastique, dans le fond, c'est quand un agent va prendre pas nécessairement la même action pour un état donné, quand il y a des probabilités qui prennent différents types d'actions pour une observation d'un état donné. Donc, on va d'abord parler de pourquoi ça peut être intéressant de faire ça, et ensuite, on va parler ici des différentes formes standards pour paramétriser une politique stochastique. Donc, si on revient d'abord à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a surtout mis des efforts à apprendre ce qu'on appelle des fonctions coût à venir ou des fonctions valeur, selon si on minimise ou on maximise, qui représentent dans le fond la valeur ou le coût à venir d'être à un état et d'utiliser une certaine action. Et si on regarde les équations de Bellman, dans le fond, si on connaît ces valeurs-là et qu'on observe les états, ce que les équations de Bellman nous disent, c'est que la politique optimale est déterministe, dans le fond. Ce qui est optimal comme action, il n'y a pas rien d'aléatoire ici, ça va tout le temps être l'argument qui minimise les valeurs Q ici, qui représentent le meilleur coût à venir possible. Et juste un terme qu'on va mentionner ici, dans la terminologie en apprentissage par renforcement, ils vont dire que quand on fait un choix d'action, qu'on cherche l'argument qui est minimisé ou maximisé, quelque chose, on va dire, en anglais ils disent être greedy, donc en français je vais traduire ça par agir voracement. Donc, si on agit voracement ici, la politique optimale va tout le temps être déterministe. Donc, pourquoi on aurait intérêt à mettre quelque chose d'aléatoire si on sait que la loi optimale est déterministe? La première raison, c'est que si on est dans un processus d'aller récolter de l'information pour calculer nos valeurs, si on fait par exemple la méthode Q-Learning, qui est l'approche classique pour apprendre ces valeurs-là, ou si on fait du Deep Q-Learning et qu'on a un réseau de neurones pour essayer d'estimer ces valeurs-là, il faut aller chercher des données. Donc, il faut explorer. Donc, si on n'a rien d'aléatoire, puis qu'on agit voracement par rapport à nos valeurs Q qu'on a initialisées à une valeur arbitraire, on va tout le temps prendre la même action pour un état observé, donc on ne va pas explorer toutes les possibilités de futurs possibles pour un système dynamique. Donc, mettre un composante aléatoire, c'est une façon de garantir qu'on va explorer tous les états et actions qu'on pourrait rencontrer. Ce qui est un requis d'ailleurs pour bien apprendre ces valeurs. Fait que ça, c'est une des raisons principales qui peuvent nous amener à mettre quelque chose d'aléatoire, c'est d'explorer dans une phase d'apprentissage. Mais il y a une autre catégorie aussi importante qui peut nous amener à, même si on a fini notre exploration, il peut y avoir des bonnes raisons d'être stochastique. Et cette raison-là, elle arrive quand on a des observations partielles. Ça veut dire que le vecteur d'observation, on n'observe pas les états directement. Donc, quand on essaie de bâtir une politique qui dépend d'observations qui n'a pas la propriété de Markov, dans le fond, qui n'est pas un état du système, en fait, ce que j'ai dit tantôt ne s'applique plus. Dans le fond, c'est pas vrai que la politique optimale est déterministe si on n'a pas une observation totale des états du système. Donc, si on a des observations partielles, la politique optimale peut être stochastique. Un exemple
Un exemple que j'aime bien, c'est juste si on joue à un jeu, par exemple, roche, papier, ciseaux, avec quelqu'un, si j'agirais de façon déterministe, probablement que j'aurais pas beaucoup de succès. Donc, ma politique optimale pour garantir mes meilleures chances de gagner une partie de roche, papier, ciseaux, allumettes, ça serait d'agir stochastiquement. Il ne faut pas que je sois prédictible. Donc, qu'est-ce qui fait que on n'a pas la propriété ici de que être optimal, c'est d'être déterministe? C'est qu'on n'observe pas tous les états du système. Dans le contexte ici, les états du système, il y aurait une partie qui est qu'est-ce que votre adversaire a dans sa tête, c'est quoi qu'il pense. Si on aurait un modèle de notre adversaire, puis qu'on saurait que, en fonction des circonstances, on sait c'est quoi les probabilités qu'il va prendre papier, c'est quoi les probabilités qu'il va prendre roche, c'est quoi les probabilités qu'il va prendre ciseaux, là, on serait dans une situation où on aurait une politique déterministe. Mais le jeu standard qu'on est habitué, on n'observe pas qu'est-ce qui est dans le cerveau de notre adversaire. Donc, il y a un intérêt d'être stochastique ici. Donc voilà. Deux raisons. L'exploration, ou bien, dans certains cas, l'observation peut être partielle et il y a des raisons d'être stochastique. On va voir aussi que, je vais rajouter une raison en fait. Le processus d'apprentissage peut être simplifié si on a une politique stochastique aussi. Donc, la raison ici, ça vaut pour un coup qu'on a fini la phase d'apprentissage, il y a des bonnes raisons d'être stochastique. Mais si on se place dans on essaie de converger vers une politique, on essaie d'apprendre comment agir, il y a des propriétés de convergence qui peuvent être facilitées en ayant une politique stochastique. À cause que quand on agit voracement par rapport aux valeurs Q, dans le fond, un petit changement de valeur Q peut faire que cette politique-là change drastiquement. Fait que cette espèce de discontinuité-là, ça peut créer des problèmes dans une phase d'apprentissage et mettre une politique stochastique où on va juste changer des probabilités d'utiliser telle action. Ça a un effet de smoother un peu les changements et de faciliter la convergence dans certains contextes. Donc voilà pour les raisons. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Typiquement, je notais une politique, on disait, ma politique c'était une fonction où j'avais mes observations et dans la plupart des cas, on assumait qu'on observait les états qui nous donnaient notre action comme ça. Mais quand on va être stochastique, on va faire un petit abus de notation juste pour ne pas introduire un nouveau symbole, mais on va prendre la fonction qui va définir une densité de probabilité. Donc, pour une politique stochastique, on va noter pi de u, sachant x, et je vais mettre explicitement θ qui serait des paramètres de ma politique, va être la probabilité de choisir une action U lorsqu'on est à un état donné et qu'on a des paramètres π. Donc, comment on va lire ça? Ça, c'est une fonction de densité de probabilité ou une fonction de probabilité si on a des actions discrètes. Qui nous dit c'est quoi la chance de choisir une action U quand on observe un X donné. Maintenant, je vais ici vous dire trois grandes catégories de politique stochastique qui couvrent probablement la plupart des contextes où on va utiliser ça. Une qui s'appelle Epsilon Greedy en anglais, c'est une version relativement simple d'agir optimalement, sauf epsilon pourcentage du temps, on va prendre une action au hasard. Donc, qu'est-ce qu'on a ici si on rentre un peu plus dans les détails? Epsilon Greedy, le paramètre, dans le fond, le seul paramètre, c'est
epsilon, qui détermine la fraction de fois qu'on va lancer un dé plutôt que de choisir l'action qui optimise mes valeurs Q. Epsilon greedy, c'est aussi dans le contexte où j'ai accès à une fonction valeur. Donc, soit j'ai fait, typiquement, vous pourrez utiliser ça quand on utilise une méthode comme Q-learning et qu'on a estimé des valeurs Q. Mais on veut avoir une certaine exploration, on va utiliser epsilon greedy. C'est le cas classique pour utiliser celle-là. Donc, la distribution de probabilité dans ce cas-là, ça va être la probabilité va être de 1 moins epsilon si U égale U étoile. Donc, supposons qu'on a accès à ça qui nous donne l'action optimale en fonction de les valeurs Q qu'on a appris. Si, mettons, mon epsilon, ça serait 0.1. 90% du temps, je vais agir voracement, je vais regarder les valeurs Q que j'ai en mémoire et je vais prendre l'action qui, je m'attends, qui optimise mes récompenses ou mon coût à venir. Et, par contre, epsilon % du temps, je vais prendre une action au hasard. Donc, si on suppose que j'ai, supposons que j'ai M actions discrètes. Supposons qu'on est dans un contexte d'action discrète. Dans le fond, je vais avoir une probabilité de epsilon sur M pour toutes les actions possibles. Mais je vais rajouter 1 moins epsilon, qui est le pourcentage de fois que je vais choisir d'optimiser ma fonction valeur et d'agir voracement ici. Donc si je résume, epsilon greedy, c'est typiquement, je fais du Q-learning ou une fonction d'apprentissage de ma fonction valeur, mais je veux rajouter une composante d'exploration. Tout ça, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est tout simplement, j'agis optimalement. Dans le fond, je calcule mon action en faisant ce calcul-là. La plupart du temps, sauf je rajoute un petit pourcentage epsilon de pourcentage de fois que je vais prendre une action aléatoire. Voilà. Fait que ça, c'est epsilon greedy. Une autre qui est utilisée encore dans un contexte où j'aurais des actions discrètes, c'est softmax. Dans le fond, si j'ai un réseau de neurones, l'autre option, c'est que je peux paramétriser une distribution de probabilité avec un réseau de neurones. Et softmax, c'est la façon standard avec un réseau de neurones de s'assurer que la sortie, ça correspond à une distribution de probabilité. C'est le même softmax que vous voyez quand on essaie d'avoir un réseau de neurones qui fait de la classification, puis qui prédit des pourcentages des probabilités que ce soit une certaine catégorie. Mais ici, vous pouvez voir ça comme si, au lieu d'essayer d'avoir des pourcentages de chances qu'une image soit un chat ou un chien, on veut des pourcentages de chances de prendre une action 1 ou une action 2, par exemple. Fait que, dans ce cas-ci, mes paramètres, c'est des poids d'un réseau de neurones. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? J'ai un réseau de neurones qui peut avoir plein de neurones. Et pour chaque action possible, je vais calculer un certain score, un score de chacune des actions ici.
Mais pour s'assurer que ce score-là correspond à une probabilité de prendre une certaine action, on rajoute ici une opération en sortie qu'on appelle softmax, qui convertit ça en probabilité pour chacune des actions. Et cette conversion-là, dans le fond, c'est la politique ici. On va prendre l'exponentielle de la fonction score. U ici serait l'index de l'action ici, donc l'index de 1, 2, 3 jusqu'à m. On va prendre l'exponentielle pour s'assurer que même si j'ai une valeur négative ou une valeur positive, ce qui arrive ici, c'est juste une valeur positive. Et pour s'assurer que la somme des probabilités somme à 1, on va normaliser en divisant par la somme de toutes l'exponentielle de toutes les sorties ici. Fait que ça, c'est la façon standard de convertir des scores d'un réseau de neurones en probabilité, qu'on peut utiliser ici exactement comme ça quand on paramétrise une politique stochastique. Donc ça fait du sens quand on veut avoir une politique stochastique où mes actions sont discrètes. Dans le fond, j'ai des index pour chacune de mes actions. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, si je veux paramétriser des actions continues, comme par exemple pour un robot, le torque que je peux appliquer à chacune de mes articulations, c'est des variables continues. C'est pas tout le temps pratique de devoir discrétiser. Ici, le plus standard, c'est d'avoir des courbes normales dans le fond. On peut paramétriser avec des gaussiennes. Ça, c'est quand j'ai un espace action continue. Et l'idée ici, c'est que ici, il faut paramétriser une distribution de probabilité qui va être une densité de probabilité parce que c'est un espace continu. Fait que l'idée, c'est d'avoir, par exemple, en fonction de x, on va avoir la probabilité de u sachant x, qui va être une courbe normale comme ça. Puis qu'est-ce qu'on peut paramétriser? Ben, typiquement, on va paramétriser la moyenne, et des fois on paramétrise aussi l'écart type, ou des fois l'écart type est gardé fixe, selon le contexte. Fait que ce qui est typique, c'est de prendre le paramètre, que ce soit les moyennes. Et ma politique U de x devient, dans le fond, une distribution normale qui a un certain écart type et une covariance. Et cette distribution-là, si vous vous rappelez, ça a aussi un exponentiel quand on l'exprime. Donc, ma densité de probabilité ici, il y a un 2 racine de pi, si je ne fais pas d'erreur. Et on prend l'exponentielle de ici. Dans le fond, ma probabilité, elle va être plus grande quand que mon x est pile sur la moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on va arriver ici, c'est qu'on va comparer les x à la moyenne. Et ici, j'écris la forme vectorielle où x, puis mu, ça peut être des vecteurs comme ça. Pour une variable, ici, ça reviendrait à faire x moins mu au carré divisé par la variance. Mais ici, j'ai juste écrit la forme vectorielle.
Fait que ici, ça serait négatif. Ici, la distance, dans le fond, entre, si j'ai un x donné, je calcule la distance, je prends le carré de ça, je mets à l'échelle avec ma matrice de covariance, je prends l'exponentielle de tout ça. C'est comme ça qu'on calcule la densité de probabilité ici. Fait que, ici, je suis pas sûr pas assez sûr de ma constante ici, fait qu'on va juste faire proportionnel à une constante de proportionnalité pour que ça somme à 1 ici. Mais dans le fond, la paramétrisation, c'est l'exponentielle de distance entre mon état, une moyenne. Il y a une matrice de covariance là-dedans qui définit une distribution de probabilité comme ça. Typiquement, on peut garder la covariance fixe, puis on va juste comme changer la moyenne ici. Comme façon de faire, mais on pourrait aussi paramétriser, avoir dans notre paramètre, paramétriser la matrice de covariance aussi pour se donner la possibilité de faire des ajustements de covariance ici comme ça. Donc, si on fait un petit résumé, dans certaines situations, on a intérêt à avoir des politiques qui sont stochastiques, dans le fond, on va prendre pour une certaine observation, on va un certain pourcentage de fois prendre une action, des fois on va en prendre une autre. Pour l'observation, des fois c'est optimal si on a des observations partielles. Et la façon de travailler avec tout ça mathématiquement, c'est notre fonction politique maintenant doit définir des distributions de probabilité. Ici, densité de probabilité, j'aurais dû écrire distribution. Densité de probabilité, c'est quand j'ai un espace d'action continue. Si je veux juste explorer puis j'utilise des fonctions valeurs, le plus simple, c'est d'utiliser l'approche epsilon greedy, qui dit tout simplement on agit optimalement par rapport à ma fonction valeur ou coût à venir, sauf epsilon pourcentage du temps, je vais prendre une action complètement aléatoire. Si je n'ai pas fonction de valeur, on peut avoir intérêt à avoir une paramétrisation plus compliquée comme un réseau de neurones qui va définir une probabilité d'agir, puis mon réseau de neurones, je peux essayer de l'ajuster pour améliorer mon système. Si mes actions sont discrètes, l'approche softmax, c'est plus typique. Dans le fond, mon réseau de neurones, la sortie devient des probabilités pour chaque index d'action possible. Si j'ai un espace d'action continue, on va typiquement utiliser des courbes normales ou des gaussiennes, paramétriser les moyennes de ces gaussiennes-là, et la densité de probabilité va définir dans le fond le pourcentage de chance de prendre différentes actions comme ça. Donc voilà pour la capsule sur l'introduction politique stochastique.